Au sommaire de cette édition, le Tchad vient d'être retiré de la liste des pays dont les ressortissants avaient été interdits d'accès aux États-Unis par un décret du président américain Donald Trump. Le Parlement du Zimbabwe veut convoquer l'ancien président Robert Mugabe pour lui demander des comptes sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants du pays pendant son règne. Et puis l'ex-présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a appelé ce mardi à Madrid à la solidarité internationale avec Lula, incarcéré samedi dernier, mais qui reste le candidat de son parti à la présidentielle. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par l'Algérie où un avion militaire avec à son bord une centaine de militaires s'est écrasé ce mercredi près de la base aérienne de Boufarik à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger. Selon une source militaire algérienne qui a requis l'anonymat, l'avion est un Ilyushin Il-76, un appareil militaire de fabrication soviétique puis russe, capable de transporter environ 120 passagers. Les États-Unis ont annoncé ce mardi la levée de l'interdiction d'entrer sur leur territoire imposée aux Tchadiens, et ce, en affirmant que le Tchad avait répondu aux exigences de Washington. Les Tchadiens ne sont plus interdits d'accès aux États-Unis. Et pour cause, le Tchad vient d'être retiré de la liste des pays dont les ressortissants avaient été interdits d'accès aux États-Unis par un décret du président américain Donald Trump. L'annonce de la levée de la sanction américaine a été faite tard ce mardi par la Maison-Blanche. Dans un communiqué, le département de la sécurité intérieure a indiqué que le président américain Donald Trump a annoncé que le Tchad avait mis à niveau ses normes de sécurité pour qu'elles correspondent aux exigences de base de la sécurité nationale américaine. Ainsi donc, les citoyens du Tchad pourront à nouveau recevoir des visas pour se rendre aux États-Unis. Mais l'interdiction sera formellement levée le 13 avril prochain. Pour mémoire, le Tchad avait été intégré en septembre à la liste des pays visés par le décret migratoire interdisant le franchissement des frontières américaines pour manquement à la sécurité et manque de coopération avec Washington. Les détracteurs du décret lui reprochent de cibler sans raison et de façon discriminatoire des dizaines de millions de musulmans. Désormais, en République démocratique du Congo, il n'y a plus que 6 juges à la Cour constitutionnelle au lieu de 9. En effet, un juge est mort dimanche dernier de maladie et 2 autres ont démissionné de leurs fonctions ce lundi sans commentaire, sans explication, à seulement 8 mois des élections. Cette annonce a surpris à Kinshasa, même si ces 2 juges avaient plus d'une fois manifesté leur divergence de vue avec le président de l'institution. Le 17 octobre 2016, Jean-Louis Essombo et Baniako Loapé ne se présentent pas à la Cour constitutionnelle qui doit pourtant rendre une décision cruciale pour l'avenir du pays. Donner ou non l'autorisation au président de la commission électorale de repousser les élections dont les délais sont pourtant constitutionnellement prévus et de prolonger le 2e et dernier mandat du président Kabila. Au total, ils sont 4 juges à avoir refusé de siéger ou de ne pas se présenter. Le quorum prévu par la loi portant création de la Cour constitutionnelle n'est pas atteint, mais la Cour décide de passer outre et d'autoriser le report demandé par la CENI. Le président de la Cour ira jusqu'à demander des explications à ses collègues sur leur absence, mettant le président Kabila en copie. Depuis, selon des sources concordantes, la tension était vive entre les différents membres de la Cour. Pour preuve encore, la dernière décision, celle du 30 mars dernier, là encore des accords flagrants au sein de la plus haute instance judiciaire du pays. La Cour annonce avoir débouté tous les recours contestant la constitutionnalité de la loi électorale. Ces 2 juges et 2 de leurs collègues émettent un avis divergent. Jean-Louis Essombo et Baniako Loapé n'ont pas expliqué publiquement les raisons de leur démission. Ils devraient donc être remplacés. L'un sera nommé par le Parlement, l'autre par le Conseil national de la magistrature. Le juge Kalonda, décédé la semaine dernière, doit être, lui, remplacé par le président Joseph Kabila.
La commission électorale coréenne a annoncé ce mardi qu'elle n'apportait ni soutien officiel ni aucune garantie à son homologue congolaise qui veut utiliser des machines à voter de fabrication coréenne pour les élections cruciales du 23 décembre en République démocratique du Congo. Une situation qui ne cesse de faire polémique pour ce scrutin censé assurer l'alternance en République démocratique du Congo. La commission électorale coréenne a publiquement déclaré qu'elle n'apportait aucun soutien officiel ni aucune garantie à son homologue congolaise qui veut utiliser des machines à voter de fabrication coréenne pour les élections cruciales du 23 décembre en République démocratique du Congo. La Commission électorale de la République de Corée du Sud, NEC, a notifié à la Commission électorale nationale indépendante CENI de la RD Congo qu'elle n'a apporté ni n'apportera aucun soutien officiel ni aucune garantie au projet d'introduire un système de vote par écran tactile, TVS, pour l'élection présidentielle prévue en décembre 2018, écrit la NEC dans un communiqué daté de dimanche. La NEC a exprimé de sérieuses inquiétudes à propos de l'introduction obligatoire de ces machines en RD Congo malgré la situation politique instable et un environnement vulnérable dont de faibles infrastructures électriques et l'état des routes, le fort taux d'illettrisme et le climat tropical qui peut conduire à un mauvais fonctionnement des machines, ajoute l'ANEC dans son communiqué. L'ANEC est consciente que des diplomates, dont des officiels des États-Unis, tout comme de nombreuses personnes en RDC, redoutent que l'introduction de ces machines puisse augmenter les risques d'élections frauduleuses. L'ANEC fait savoir qu'elle soutient l'ambassadrice des Nations Unies à l'ONU, Nikki Haley, et l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa, qui se sont également opposés aux machines à voter. La CENI congolaise a passé un contrat avec la société privée sud-coréenne Miru Systems pour l'achat de ces machines à voter qui doivent, selon la CENI, réduire le coût et la logistique des élections du 23 décembre avec moins de bulletins de vote. L'opposition congolaise parle de machines à tricher. Au total, plus de 40 millions d'électeurs sont inscrits pour désigner le successeur du président Joseph Kabila en décembre, 2 ans après la fin officielle de son mandat dans un pays immense qui n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir. Ce journal se poursuit. Le Parlement du Zimbabwe veut convoquer l'ancien président Robert Mugabe. Objectif, lui demander des comptes sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants du pays pendant son règne. C'est ce qu'a révélé ce mardi un député. Reportage. Les députés veulent interroger l'ancien chef de l'État sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait que son pays avait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies minières étrangères. Il était le président à l'époque et nous voulons savoir d'où il a sorti ce chiffre de 15 milliards de dollars, a dit le député indépendant Themba Mliswa qui préside la commission des mines et de l'énergie. La date de la convocation n'a pas encore été fixée, mais la commission du Parlement chargée de ce dossier a déjà sommé plusieurs anciens ministres, chefs de la police et hauts responsables de l'administration de venir témoigner. Après 37 ans d'un pouvoir sans partage à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe, aujourd'hui âgé de 94 ans, a quitté le pouvoir le 21 novembre 2017, victime d'un coup de force de l'armée et de son propre parti au pouvoir, la ZANU-PF. Il a été remplacé quelques jours plus tard par Emmerson Mnangagwa, son ancien vice-président. Dans un rapport publié l'an dernier, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. Selon Global Witness, les services secrets zimbabwéens ont ainsi détenu discrètement une partie du capital d'une entreprise qui extrait des diamants dans la mine de Marange, dans l'Est. Le Zimbabwe n'a jamais publié de statistiques jugées crédibles de ses activités diamantifères qui ont débuté en 2006. En Centrafrique, plus précisément au PK5, le quartier musulman de Bangui, la population et les milices ne veulent plus entendre parler de la MINUSMA, et ce, après l'opération conjointe de la force onusienne et des forces centrafricaines lancée dimanche dernier. Cette opération qui vise à démanteler des bases de groupes armés intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois dans ce quartier de la capitale. Dans la nuit de samedi à dimanche, 8 avril 2018, la MINUSCA a déclenché, avec l'appui des forces de sécurité intérieure à 2 heures du matin, une opération de démantèlement
des bases des milices et le désarmement forcé de ces criminels. 48 heures après le démarrage de cette opération qui visait des groupes armés dans le quartier du PK5 à Bangui, la tension est toujours palpable. La population et les milices ne veulent plus que la MINUSCA pénètre dans leur quartier. Cette opération, qui a fait au moins 2 morts et 56 blessés selon l'ONU, intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois dans le PK5, le quartier musulman de la capitale centrafricaine. Bon, présentement, là, nous ne voulons plus que le MINUSCA vraiment vienne ici, puisque ça, c'est la division. On en a assez marre avec ça là. Nous voulons la paix. On a eu un peu de mise-entente avec le MINUSCA. Elle veut nous désarmer par les forces. Et pour cela qu'on a refusé. 8 personnes appartenant aux groupes armés baptisés Force ou 50-50 ont été arrêtées par la MINUSCA, qui a également saisi de la drogue et des munitions après la prise de contrôle des bases. Visant les bases de certains groupes armés accusés de violence et des actions envers la population, l'opération menée en coopération avec les forces de sécurité centrafricaines doit continuer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, selon le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique. Allons à présent au Soudan où le président Omar el-Béchir a ordonné ce mardi la libération de tous les détenus politiques emprisonnés dans son pays, pour la plupart arrêtés en janvier après des manifestations contre la hausse des prix, notamment du pain. C'est en tout cas ce qu'a rapporté un média d'État qui n'a pas spécifié combien de détenus seraient libérés et si le décret présidentiel incluait des détenus emprisonnés avant la répression des manifestations de janvier. Toutefois, certains militants ont déjà été libérés, mais plusieurs opposants politiques demeurent en détention, comme le secrétaire général du Parti communiste soudanais, Mokhtar al-Khatib, et Khaled Omar, du Parti du Congrès soudanais. Selon l'agence officielle SUNA, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la promotion de la paix au sein de toutes les formations politiques. En interactualité au Brésil, l'ancienne présidente Dilma Rousseff appelle depuis Madrid à la solidarité internationale avec son prédécesseur Luis Ignacio Lula da Silva. Ce dernier a été, rappelons-le, condamné pour corruption. Nous savons qu'en ce moment en Amérique latine, plus particulièrement au Brésil, il est en train d'y avoir un nouveau type de coup d'État, un coup d'État parlementaire, un coup médiatique qui a le soutien du pouvoir judiciaire, un coup qui a aussi à voir avec le marché financier. Nous n'avons pas de plan B. Nous maintenons la candidature de Lula. Nous devons organiser une grande manifestation au Brésil et nous demandons aussi la solidarité internationale. Je n'ai aucun doute là-dessus. Lula est innocent. Et en plus d'être innocent, c'est un grand guerrier. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et ne zappez surtout pas. L'information continue sur Sika TV.